je vous propose aujourd'hui de faire un cours sur les sources et les méthodes en histoire contemporaine, en vous donnant quelques notions de critique historique appliquées aux images et aux sons. Voilà. Autrement dit, ça concerne essentiellement le XXe siècle, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, il y a deux grandes catégories que je viens de mentionner, c'est-à-dire les images et le son, les deux pouvant être combinés, comme vous le savez. Alors, je commencerai tout d'abord par les images. Les images, à notre époque, sont légion. Je dirais même que notre société fonctionne sur l'image. Pensez à Facebook, pensez à l'importance de la publicité, au rôle de la télévision, à tous les messages qui passent par Internet, entre autres. Premier type d'image qui apparaît dans le dernier tiers, je dirais, du XIXe siècle, ce sont les affiches. Les affiches qui vont avoir un rôle essentiel. Ces affiches, en fait, prennent une première forme qui est celle des réclames, ce que l'on appelle maintenant la publicité, mais qu'à l'époque on appelait des réclames. Il s'agissait de valoriser, de promouvoir, et ne dites surtout pas promotionner, c'est un terme horrible qui est utilisé à l'heure actuelle, mais bien promouvoir, de promouvoir l'un ou l'autre produit commercialisable. Il y a même des artistes qui se sont adonnés à la confection d'affiches, et parmi ceux-ci, je citerai un grand peintre qui est Henri, comte de Toulouse-Lautrec, et d'autre part un grand artiste tchèque qui est Mucha, M-U-C-H-A. Je vais peut-être vous montrer un exemple de l'importance de l'affiche en matière politique. Le XIXe siècle, en tout cas dans ce qui est le siècle des grands. Je pense au stalinisme, je pense au fascisme, je pense également au nazisme. Les dictateurs, dans le cadre de ces États totalitaires, vont utiliser l'image pour faire leur propagande. Tous les moyens seront bons. Tout à l'heure, je vous parlerai du son, donc de la radio, de la télévision, du cinéma. Mais les affiches ont joué un grand rôle. Alors, je vais vous montrer deux affiches parmi beaucoup d'autres que je vous présente donc à titre illustratif. Alors, je les tire d'un volume de commémoration paru en 1985, 100 ans de socialisme, l'ouvrage qui a été publié par l'Institut Émile van der Velde à l'occasion donc du centenaire du Parti ouvrier belge, et qui comprend toute une série d'affiches tout à fait remarquables. Alors je vous montre tout d'abord une affiche où l'on voit Léon Degrelle, qui était le chef du parti rexiste, face à Hitler, et l'image est assez parlante. Elle s'appelle La Voix du Maître, et vous connaissez certainement la maison d'édition d'Ist, IMI, vous savez. Voilà. Alors vous voyez ici, je le montre d'abord à la caméra, sur la page de gauche, donc, on voit Léon Degrelle en petit chien gominé et séduit par la voix de son maître Hitler. Voilà. Vous vous rendez bien compte qu'une affiche comme celle-là peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un article de 2 ou 3 pages que personne ne va lire. Parce que tout est dit avec une seule image. Autre exemple, c'est un exemple connu également, c'est une affiche qui a été publiée au moment de l'affaire Royal. L'affaire Royal, je vous montre tout de suite l'affiche, d'abord devant la caméra, ici.
Alors, l'affaire royale a divisé la Belgique, je dirais, entre 1940 et 1951. Le roi Léopold III, voilà, tout le monde voit bien, de ce côté-ci, voilà. Alors, le roi Léopold III n'avait pas suivi la décision du gouvernement belge en mai 40 de ne pas capituler devant l'armée allemande. Ce gouvernement belge est parti à Londres et c'était le début de ce qu'on appelle l'affaire royale, puisque le roi Léopold III, à ce moment-là, qui était effectivement chef des armées, avait décidé de capituler, alors que le gouvernement belge souhaitait poursuivre la guerre à Londres, et poursuivre cette guerre en particulier grâce aux richesses de sa colonie, le Congo. Hein? Vous savez certainement aussi qu'en 1945, c'est grâce à l'uranium congolais, donc belge, hein, que les deux bombes de Nagasaki et Hiroshima ont pu être fabriquées, et ces bombes qui ont explosé donc le 6 et le 2 août 1945. Le roi des Belges, pendant la guerre, avait exprimé officiellement son désir de vivre le même sort que ses soldats. Or, ces soldats sont effectivement partis en Allemagne comme prisonniers. Ce fait que les soldats flamands ont été libérés assez rapidement, puisque les Allemands ont appliqué cette vieille devise en politique qui est « diviser pour régner ». Donc pour diviser les Belges, hein, les Wallons sont restés jusqu'à la fin de la guerre dans les camps prisonniers en Allemagne, tandis que les soldats flamands ont pu repartir assez tôt. Mais le roi des Belges, à ce moment-là, ne s'est pas retrouvé, évidemment, dans un camp prisonnier en Allemagne. Seulement à la fin de la guerre, hein, en 1944, il va partir en Allemagne comme prisonnier, et encore, on sait bien qu'il s'agissait d'une prison dorée. Et pendant toute la guerre, le roi Léopold III a vécu au château de Lac. Il s'agissait, vous pensez bien, d'une résidence surveillée, je veux bien, mais il s'agissait d'un château. Et la vie de château n'a rien à voir avec la vie dans un camp prisonnier. Et ce que vous voyez sur cette affiche, c'est justement, hein, le titre c'est « Mon sort sera le vôtre », ce que le roi avait dit à la population, et on voit un soldat belge qui est derrière un grillage, derrière des fils barbelés, alors que l'on voit derrière ce fil barbelé le sort du roi des Belges qui est en train de mener belle vie avec Liliane Bals, qui était la gouvernante de ses enfants, et avec qui il va épouser, qui va devenir princesse de Réti, dont il aura 3 enfants. Et donc, vous voyez que cette image-ci est très parlante. Soi-disant, le roi va subir le même sort que ses soldats, alors que les soldats se retrouvent dans de très mauvaises conditions en Allemagne, alors que le roi, lui, il vit bien au château de Laeken. Une image comme celle-là a eu énormément, évidemment, d'impact, hein, puisque le roi, finalement, après plusieurs années d'exil en Suisse, va revenir à la suite d'un référendum en 1950. Hein, il ne va avoir que 56, quelques pourcents des voix à la suite de ce référendum qui concernait son retour. Et lorsqu'il revient, très rapidement, il y a des émeutes, il y a des morts, et il va quand même abdiquer, je crois que c'était au mois d'août 1950. Voilà. Alors vous voyez que ceci, une affiche comme cela, a beaucoup plus de portée, évidemment, qu'un article. Je vais vous montrer également, toujours dans le domaine de l'image, des vignettes qui se trouvaient dans les manuels scolaires français du XIXe siècle. Et vous savez que combien l'imaginaire des enfants peut être éveillé en voyant certaines images. Vous avez ici, sur l'image de gauche, alors là je regarde, oui c'est Richelieu, vous voyez, ici, attendez, est-ce que c'est bien Richelieu? Non, si ce sont des... Attendez, je vérifie un petit instant. 19. Non, ça doit être Louis XI, excusez-moi. Voilà. Alors,
cette illustration d'un manuel scolaire. Donc il s'agit de Louis XI, qui est dans son lit, essaye de dormir, et ses rêves sont habités par les souvenirs de ce qu'il a pu faire pendant sa vie, et donc on voit dans cette fumée qui se trouve dans sa chambre, on voit en fait un bourreau qui est en train de couper des têtes. Voilà. Alors, ces images ont frappé pendant des générations les jeunes enfants, les jeunes adolescents. Vous n'avez peut-être pas eu la chance d'avoir des manuels comme ceux-là. Ce sont des manuels qui étaient porteurs évidemment de nombreux préjugés, d'images d'Épinal, d'images qui caricaturaient souvent la réalité, mais qui restaient dans l'esprit des enfants. Moi, je me souviens que j'ai eu des manuels comme ceux-là quand j'étais enfant, et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. Je me souviens, bon, il se fait que j'étais déjà passionné d'histoire quand j'étais tout petit, et il y avait comme ça, chez mon grand-père, un livre avec des images d'Épinal reprenant tous les rois de France, depuis Mérovée jusqu'à Louis-Philippe, autrement dit de plus ou moins 450 de notre ère jusqu'à 1848. Eh bien, j'ai imaginé des tas de choses concernant ces rois de France, et c'est comme ça qu'à 5 ans, je connaissais toute la généalogie des rois de France. Donc vous voyez qu'un enfant peut être, évidemment, heureusement par la suite j'ai évolué, l'histoire pour moi ne s'est pas limitée simplement à des dynasties, mais à l'époque j'étais vraiment tellement frappé par tous ces rois mérovingiens, carolingiens qui avaient tous une épée, une couronne, etc. Ça m'a tellement frappé que c'est resté. Donc le rôle de l'image est fondamental en matière pédagogique. Alors là, c'est une photo que je trouve extraordinaire. Vous reconnaîtrez peut-être tout de suite de qui il s'agit. Voilà. Puis je la montre au milieu de la classe. Voilà, alors, évidemment, c'est une image que l'on trouvait dans les manuels de Napoléon, à l'époque où on était encore Bonaparte, si vous voulez, qui est adolescent. Il est élève dans une école, et alors vous voyez le jeu de la chandelle, justement. Vous voyez, la chandelle se trouve donc, on ne la voit pas, sauf, attendez. Oui, elle se trouve ici. Je suis à l'envers, donc elle doit se trouver ici. Et cette chandelle est en train de projeter la tête de Napoléon, du futur Napoléon, sur le mur et sur la vitre. Et c'est une image formidable, puisque c'est le destin qui l'attend, qui est projeté comme ça sur le mur. Je trouve que c'est une image tout à fait formidable et qui fait réfléchir les petits-enfants, les adolescents, quand ils voient ça, ils disent « Napoléon était comme ça, pourquoi moi je ne deviendrai pas comme Napoléon un jour ?» Donc c'est pour stimuler les enfants à avoir de l'ambition, à travailler, puisqu'il est justement dans une classe d'école, il n'est pas n'importe où. C'est pas Napoléon qui est en train de jouer aux billes, c'est Napoléon qui est dans une salle de classe. Cette salle de classe est vide, ça veut dire que lui, il étudie le soir, pendant que les autres sont rentrés chez eux et sont en train de s'amuser. Lui, dans cette classe de classe, cette salle de classe, il continue à travailler. Donc c'est pour donner de l'ambition aux enfants. Alors, ces deux vignettes sont tirées d'un ouvrage de Christian Amalfi, qui est un de mes amis, qui s'intitule « Les héros d'histoire de France, recherche iconographique sur le panthéon scolaire de la Troisième République », publié chez Fauteuil. Donc je vous le conseille vivement, il y a de très belles illustrations, et il analyse donc dans ce livre toutes les illustrations que l'on trouvait dans les manuels publiés entre 1870 et 1940. Voilà. L'histoire était longtemps, faut-il le redire, un moyen de propagande politique pour véhiculer cet idéal patriotique, mais surtout nationaliste. C'est comme ça que tous les jeunes soldats qui avaient entre 18 et 30 ans sont partis. La fleur au fusil, à la baïonnette, se battre contre les Allemands. Les Allemands avaient des manuels semblables, et ils allaient se battre parce qu'ils avaient en tête tout ce qu'on leur avait expliqué concernant le passé glorieux de leur nation à l'école. Alors, toujours dans le domaine de l'image, maintenant,
je vais vous parler, bien sûr, de la bande dessinée. Alors, la bande dessinée est un moyen extrêmement utile sur le plan pédagogique pour initier les enfants à la critique historique. La critique historique qui consiste en quoi? Eh bien, qui consiste à prendre un témoignage, quel qu'il soit, écrit, oral, archéologique, et à exercer son esprit de telle manière que l'on ne prend pas pour argent comptant ce que l'on a devant soi. C'est ça la critique historique. Il y a une série de règles particulières que je vous expliquerai plus tard, qui sont appliquées systématiquement pour les différents types de documents. Alors, la bande dessinée révèle plusieurs choses. Elle révèle tout d'abord l'organisation psychique de son auteur. Alors là, on fait la psychanalyse de l'auteur de bande dessinée. Mais, ça c'est pas tellement l'objet, évidemment, de la critique historique. Mais la bande dessinée peut révéler également en quoi un auteur est révélateur d'une époque, autrement dit, d'une opinion publique, puisqu'on le lit. C'est que ça intéresse les gens. Et si ça intéresse les gens, cela signifie que l'auteur de cette bande dessinée a un terreau favorable dans lequel, je dirais, l'intérêt de la population va pouvoir naître et croître. Et cet intérêt est lié évidemment au cadre social, au cadre politique, au cadre mental, bien entendu dans lequel lui et ses lecteurs vont pouvoir évoluer. Alors, un exemple que je ne prends évidemment pas au hasard, puisque nous sommes en Belgique, qui est une terre où la bande dessinée est reine, vous le savez, hein, c'est évidemment le cas d'Hergé. Hergé qui a commencé à publier en 1930 l'histoire des aventures de son héros Tintin et qui publie jusqu'en 1976. Donc pendant 46 ans, il va publier des bandes dessinées relatives à son héros Tintin. Il y a encore une bande dessinée qui paraît 10 ans plus tard, mais qui est posthume, qui est Tintin et l'Alpha-Art, mais pour le reste, pendant 46 ans. Or, ces 46 ans sont très importants pour l'histoire de Belgique. Donc il commence à publier dans l'entre-deux-guerres, et il publie, je dirais, jusque pratiquement la fin de la Belgique de papa, c'est-à-dire une quinzaine d'années après l'indépendance du Congo. Les 3 premiers albums de Tintin, donc 1930, 1931, 1932, c'est-à-dire Tintin chez les Soviets, au pays des Soviets, ensuite Tintin au Congo et le 3e Tintin en Amérique, c'est 1930, 1931, 1932, sont vraiment le reflet de tous les préjugés que l'on pouvait avoir à cette époque-là. Tintin écrivait dans un journal catholique dirigé par l'abbé Ouellet, et qui s'appelait Le Petit 20e, et dans ce journal, dans ce magazine, on retrouve tous les préjugés, je dirais, de la droite catholique, ce milieu scout un peu ringard des scouts catholiques de l'entre-deux-guerres. Parce que Tintin n'est rien d'autre qu'un scout, au fond, à l'origine. C'est un petit reporter, mais enfin, il a l'esprit des scouts. Toute la morale de Tintin est celle des scouts catholiques de l'époque. Alors, Tintin, au pays des Soviets, c'est très clairement une vision anticommuniste primaire qui est mise en scène. Alors ne parlons pas de Tintin au Congo, 1931, qui a même encore été attaqué ces dernières années pour racisme par un homme, un Congolais, parce qu'effectivement, dans Tintin au Congo, vous voyez tout ce que les Belges pouvaient avoir en tête à l'époque, jusqu'à une époque, hélas, tardive. Les Congolais sont présentés vraiment comme des débiles mentaux, des personnages tout à fait primaires, ils sont tout à fait infantilisés, et ce qui est mis en évidence, c'est évidemment la figure du bon blanc, civilisateur,
qui lui sait, alors que les Africains sont des ignorants, où le rôle des missionnaires est également mis en évidence, hein. Et donc il s'agit de légitimer, de justifier la colonisation au Congo. À une époque, en 1930, où on manquait, je dirais, de Blancs, de Belges, il s'agissait de faire véritablement de la propagande. Après ces trois premiers albums, Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo et puis Tintin en Amérique c'est aussi... Alors là, c'est un ouvrage qui est assez révélateur également de cette droite catholique, parce que autant Tintin au pays des Soviets, c'est un ouvrage anticommuniste, autant Tintin en Amérique est un ouvrage anticapitaliste aussi primaire. Et donc on voit bien où se situe cette droite catholique. C'est ni capitalisme, ni communisme, c'est-à-dire une voie assez conservatrice, assez autoritaire également. Et dans Tintin en Amérique, là on trouve également tous les lieux communs que l'on pouvait avoir à l'époque concernant les États-Unis. Mais par la suite, après ces trois premiers ouvrages, Hergé va évoluer. Et il va avoir un message beaucoup plus social et beaucoup plus critique vis-à-vis de la société. Il ne sera plus simplement, dans ses ouvrages, il ne va plus refléter purement et simplement l'opinion publique dominante, mais à partir de ce moment-là, il va avoir un regard critique. Ça va apparaître dans toute une série d'albums. Je pense en particulier à ce doublet que constituent les cigares du Pharaon, celui du Lotus Bleu. Et dans le Lotus Bleu, vous avez ce fameux dialogue entre Tintin et d'autre part Chang, d'autre part, et Tintin explique la croix que les etc. Donc il y a déjà un regard critique. Hein, on prend les distances par rapport à la réalité. C'est dans Lotus Bleu aussi, sauf faire de ma part, oui, hein, que l'on voit également l'incident de Mukden, hein, où en 1933, les Japonais profitent d'un attentat organisé par eux-mêmes, d'ailleurs sur une voie de chemin de fer chinoise, en Mandchourie, pour envahir la Chine. Hein. Donc, Hergé, de plus en plus, va être sensible au contexte politique et social dans lequel il évolue, et ça va se développer, je dirais, par la suite dans ses albums. Hein. Pensez en particulier aux ouvrages qui font référence au conflit entre les Bordures et les Cidaves. Hein, c'est en fait un conflit entre l'Est et l'Ouest au moment de la guerre froide. Voilà. Hein, pensez au sceptre d'Ottokar, pensez à l'affaire Tournesol, pensez également à Objectif Lune. Donc vous voyez, il y a tout ce contexte. Donc ces bandes dessinées s'inscrivent dans un contexte donné. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que ça a à voir avec notre formation, nous, en tant que futurs professeurs à l'école normale? Eh bien, lorsque vous avez des élèves, vous leur faites amener, hein, pour que vos propres albums ne soient pas abîmés, des bandes dessinées, et Tintin en particulier. Vous leur donnez un certain nombre de clés qui leur permettent de lire ces albums avec un regard neuf. Vous leur posez des questions très précises, des consignes très claires, et vous allez voir qu'ils vont, à partir de ces albums, commencer à avoir une vision, adaptée à leur âge bien entendu, mais une vision beaucoup plus critique de la réalité. J'ai apporté ici deux albums, mais le plus célèbre, enfin le premier connu après Tintin chez les Soviets, c'est évidemment Tintin au Congo. Si vous travaillez sur l'époque de la colonisation et la décolonisation, cet ouvrage est vraiment très important. Là, c'est à vous de poser des questions précises et de demander aux élèves d'essayer d'identifier justement dans cet album les lieux, les conversations où, alors ça peut être des questions très simples dans un premier temps, où Hergé fait part de ce racisme ordinaire, banal, qui était celui de la société belge et des sociétés européennes à l'époque. Mais vous pouvez aussi poser des questions peut-être un peu plus subtiles, hein, quand ils sont en deuxième et surtout en troisième, permettant d'avancer dans ce chapitre, même s'il n'est pas inscrit en tant que tel à votre programme, vous les faites travailler sur des compétences qui sont très utiles, et en particulier celles liées à l'esprit critique. Un autre album
de Hergé qui me semble intéressant, c'est le dernier, 1976, avant Alpha Art, qui date de 1986 et qui est posthume. Donc 1976, Tintin les Picaros. Tintin les Picaros. Dans cet album, Hergé a mis en scène une révolution qui se passe au San Theodoros, c'est ce fameux pays où se trouve déjà Tintin dans l'oreille cassée, où vous avez cette lutte permanente entre le général Alcazar et le général Tapioca. Il y a un coup d'État, le général Alcazar est renversé, c'est une histoire sans fin parce qu'ils se renversent mutuellement l'un et l'autre. Et puis Tintin, voilà, il y a eu un enlèvement, il va sur place pour essayer de résoudre l'affaire. Mais Hergé a un regard très critique par rapport à ça. Il sait bien que le bien n'est ni du côté d'Alcazar, ni du côté de Tapioca, et qu'hélas, la société sud-américaine, finalement, est produite par un contexte économique et social, c'est pas dit en tant que tel, mais c'est ce qui se lit en filigrane, et que finalement, c'est pas le héros Tintin, ce petit bonhomme, ce petit reporter, qui va pouvoir changer quoi que ce soit. Et Tintin, d'ailleurs, a un regard assez, pas, comment dirais-je, fataliste par rapport à ça. Quoique, je vais vous montrer deux images qui me semblent assez parlantes. Voilà. Regardez ceci. Les deux vignettes qui se trouvent en dessous, page 11. Voilà. Ils sont en bas. En dessous, Alors, que voit-on d'un côté? On voit une ville super moderne, qui ressemble un petit peu à l'image qu'on peut avoir de Brasilia, construite au Brésil. Vous voyez deux policiers, bien habillés et tout. Vous voyez de l'autre côté un quartier de bidonville. C'est sans doute la même ville. Alors, ces deux images-là parviennent à refléter de manière très succincte cette réalité qui est celle de l'Amérique latine en 1976. Dans les années 60 et 70, la plus grande partie des pays d'Amérique latine connaissent une dictature, avec une inégalité sociale très importante. Il y a des très riches, il y a beaucoup de très pauvres. La classe moyenne est pratiquement inexistante. Ça va? Mais il se fait que c'est justement la bourgeoisie qui soutient implicitement, voire parfois explicitement, le pouvoir en place. C'est le cas pour la plupart des pays d'Amérique latine à ce moment-là. C'est seulement dans les années 80 que la démocratisation va se faire en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, au Chili, en Bolivie. Pensez, 1976, date de publication. C'est 3 ans après la chute du régime d'Allende au Chili. Le régime d'Allende au Chili dure de 1970 à 1973. Et donc, l'immense espoir qui était né parmi les latino-américains de voir enfin se terminer ces régimes autoritaires, durs, au profit des grands propriétaires terriens et de la grande bourgeoisie, eh bien cet espoir a disparu lorsque le général Pinochet prend le pouvoir, après avoir bombardé la Moneda, qui était le palais présidentiel, et rétablit un ordre ancien, même encore plus dur qu'auparavant, jusqu'à la fin des années 80. Et puis c'est par la suite qu'un régime plus démocrate va s'établir au début des années 90. Voilà. Alors je vous montre regardez, alors souvenez-vous bien de ce que vous avez vu ici. Vous voyez donc un bidonville, des enfants qui sont en train de jouer dans la boue, enfin je ne vois pas bien ici, mais voilà, ils sont vraiment carrément dans des poubelles, quoi. Voilà. Vous voyez les deux policiers. Et ici, vous voyez Vive Tapioca. Vous voyez l'avion qui passe au-dessus, Vive Tapioca. Maintenant, je vais vous montrer la dernière image de cet album. Alors, après que Tintin soit parvenu à
arriver à ses fins, et que le général Alcazar, qui apparaît comme un pseudo-révolutionnaire, ait pris le pouvoir. Regardez la dernière image. L'avant-dernière image. Qu'est-ce qu'on voit? Toujours deux policiers. Ils ne sont plus habillés de la même façon, parce que ce sont des contre-révolutionnaires, ce sont des révolutionnaires, soi-disant. Il est marqué Vive Alcazar. La situation n'a pas changé du tout pour le peuple. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans cette vision binaire que Tintin pouvait avoir, plutôt qu'Hergé, via son héros, pouvait avoir dans les 3 premiers albums. Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, où là c'était le bon contre les méchants. Et puis finalement, on arrive à un équilibre où c'est finalement le bon qui l'emporte. Ici, pas du tout. Tintin repart, il ne se fait aucune illusion sur ce qui est en train de se passer. Alcazar a pris le pouvoir, je dirais un petit peu grâce à Tintin, mais la situation n'a pas du tout changé. Donc c'est un ouvrage qui est politiquement très intéressant. Alors, à titre, je dirais, d'illustration, je voudrais peut-être vous montrer aussi des ouvrages, parce que j'en ai pris un qui me semble tout à fait d'actualité, c'est Les bijoux de la Castafiore. Alors, Les bijoux de la Castafiore, c'est un album tout à fait d'actualité. Pourquoi? Parce que est mis en scène ce qui se passe depuis quelques mois en France, c'est-à-dire l'expulsion des Roms. Vous savez qu'entre le mois de juillet et le mois de septembre, en France, il y a 1700 Roms qui ont été expulsés, donc des tziganes. Un peu partout en Europe, on parle justement aussi de cette expulsion de tous ceux qui viennent de l'extérieur et qui viennent en Europe. Sauf que les Roms, ce sont des Européens. Ils ont des cartes d'identité européennes. Donc les Roms font un peu penser aux Juifs. Les Juifs, c'était des Allemands, c'était des Français, ce n'étaient pas des gens qui venaient des Caraïbes, qui venaient d'Inde ou qui venaient d'Afrique du Nord. Donc les Roms, c'est nous en fait. Comme les Juifs, c'était nous aussi, avant la guerre. Et Hergé a mis dans cet album, Les bijoux de la Castafiore, en scène tout le procès que l'on fait à ces gens de l'intérieur, ceux que l'on appelle les gens du voyage, et que moi j'appellerais tout simplement des nomades, puisque c'est le dernier peuple nomade en Europe, qui se trouvent face à des sédentaires, qui ont une vision du monde particulière, et que l'on accable de tous les maux, puisqu'ils sont a priori des pilleurs, des voleurs, des gens qui dérangent. Ils dérangent parce qu'ils n'ont pas la vie de tout le monde. Et je crois que c'est une bague de la Castafiore, à un moment donné disparaît du château de Moulinsart, et tout de suite, on accuse des tziganes qui ont leur camp à proximité du château. Et il apparaît bientôt que c'est tout simplement, à la fin de l'histoire, une pie voleuse, un oiseau qui était prendre l'anneau, la bague de la Castafiore, et qui l'a mis dans son nid, tout simplement. Donc c'est intéressant. Donc je trouve que c'est un ouvrage qui pédagogiquement a son intérêt à l'heure actuelle. Alors je vous ai apporté la version bruxelloise, parce qu'elle me semble assez amusante. C'est les Ouances de Tintin, et c'est les Stiennes de la Castafiore. C'est assez comique. Donc vous savez que vous pouvez avoir les œuvres d'Hergé dans à peu près toutes les langues du monde, enfin toute une série de langues, et je voulais apporter en bruxellois, parce que Hergé était bruxellois. Certains de ses albums ont été publiés en wallon aussi, on le signale, et je trouve que bon, il y a des dialogues tout à fait savoureux. Si vous lisez par exemple le Sceptre d'Autocar, eh bien la devise des Sildaves, c'est du bruxellois. Évidemment, quand vous lisez ça, vous êtes français, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand vous êtes bruxellois comme moi ça m'amuse beaucoup, évidemment, parce que je comprends, évidemment, je comprends le bruxellois, le bruxellaire, comme on dit, mais un français ne peut pas comprendre. De la même manière qu'un Belge, quand il lit Astérix, peut peut-être pas comprendre tout, à première vue. C'est fait qu'on regarde les informations sur les chaînes françaises, donc on est au courant de tout maintenant. Mais à un moment donné, quand Astérix a commencé à apparaître au début des années 60, il est évident que ça n'allait pas de soi. Quand on voit bras raccourcis, on comprend bien qu'il s'agit du général de Gaulle, etc. Quand on parle d'Alésia, dont on ne veut pas parler, on comprend bien que c'est la bataille de Verdun. Plutôt la bataille Gergovie, c'est la bataille
c'est l'équivalent de la bataille de Verdun, etc., etc. Donc là, il y a des parallèles évidents. Hein. Mais lisez ça, vous allez voir, vous allez, si vous connaissez un petit peu le bruxellois, et même si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, parce que vous avez un lexique qui se trouve tout à la fin. Donc un lexique du bruxellois, c'est assez comique à lire. Alors dans le domaine de la bande dessinée, je veux quand même vous parler également un petit mot d'une série qu'on a rééditée l'an passé pour les ouvrages et les albums écrits par Edgar P. Jacobs, et dont la suite a été rééditée le mois passé, et que vous connaissez, ce sont les aventures de Blake et Mortimer. Alors je vous ai apporté ici le premier volume de la série, qui date de 1950 et dont je possède une édition originale. Vous voyez qu'elle est bien abîmée, mais elle date de 1950. Alors les ouvrages de Edgar P. Jacobs sont révélateurs de tout ce climat de guerre froide, opposant d'une part les États-Unis et d'autre part l'URSS. En fait, Secret de l'Espadon, c'est lié évidemment à cette guerre froide qu'opposent les deux blocs juste après la guerre. L'ouvrage part en 1950. Je vous rappelle que l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, est créée en 1949. En 1955, vous allez avoir le pacte de Varsovie. Et donc, il faut lire les ouvrages de Jacobs, évidemment, à la lumière de la guerre froide. Alors, de nouveau, un auteur de bande dessinée belge, c'est Jacques Martin, un auteur d'Alix. J'ai apporté le premier volume de la série, Alix l'Intrépide. Alors là, quand vous travaillez avec vos élèves là-dessus, vous devez, en fait, essayer de leur donner un questionnaire qui leur permette de voir quels sont les anachronismes. Autrement dit, Jacques Martin, en général, il est très très bien documenté. Il est très très bien documenté. Et il faudrait que les élèves, à partir de la documentation que soit ils apportent, soit que vous apportez, soit qu'ils recherchent en bibliothèque, s'il y en a une dans l'école, essayez de prendre des ouvrages sur Rome ou sur les civilisations dont il est question dans les albums et leur montrer le décalage s'il y en a un. Ça va? Donc de faire de la critique historique pour essayer de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans les albums. En général, je vous dis, Jacques Martin est très soucieux de sa documentation. Quelqu'un de très précis, un petit peu comme Edgar Jacobs. Voilà. Il existe d'ailleurs dans la série Alix des albums qui ne reprennent pas seulement les aventures d'Alix, mais qui sont des albums purement pédagogiques. Où vous avez par exemple Alix à Athènes, Alix à Rome, etc., où Alix ne fait rien d'autre que visiter, où il n'a pas d'aventure et où il est en train d'observer un certain nombre de monuments. C'est intéressant parce que on voit dans ces albums, par exemple, que tous les monuments de l'Antiquité étaient peints, contrairement à l'image que nous en avons. Quand nous allons à l'Acropole, nous voyons du marbre blanc. Et vous devez vous dire que l'Acropole était entièrement peinte dans l'Antiquité. Les colonnes étaient rouges, le fronton était bleu, vert, tout ça était coloré. Et c'est nous qui, à la suite d'un malentendu, croyons que la beauté parfaite de l'Antiquité, c'est justement le marbre blanc étincelant au soleil de la Grèce, alors que pas du tout. Dans l'Antiquité, tout cela était coloré, comme les églises au Moyen-Âge. Elles étaient peintes, à l'intérieur aussi. À l'extérieur, à l'intérieur. Nous croyons que les cathédrales gothiques, les églises romanes, ce que nous aimons bien en général, c'est la pierre brute. Pas du tout. Tout cela est coloré, mais c'est simplement le temps qui a fait disparaître tout cela. Alors, Astérix, j'ai de nouveau pris le premier album de la série, même en latin. Ça peut être amusant aussi de leur apprendre quelques mots de latin. Il y a des lexiques à la fin. Voilà. Mais, à la différence d'Alix, il s'agit, qui est un roman, je dirais, ce sont des aventures plutôt dites tragiques. Dans les aventures d'Astérix et Obélix, il s'agit d'une parodie de la société française de son époque et de la politique de son époque. Ça va? Donc quand vous lisez Astérix, en fait, vous avez le reflet de la société, la 5e République française, de 1958 pas à nos jours, parce que maintenant, il n'y a plus d'albums qui paraissent. Voilà. Alors parmi les vieilles bandes dessinées également qui ont un intérêt, il y a par exemple les aventures de Barbe Rouge, qui est située au XVIIIe siècle.
pour les temps modernes, c'est pas mal aussi. Et alors, toujours en ce qui concerne la bande dessinée belge, les aventures de Jean et Pierre Louit. J'ai apporté ici, par Peyo, un album, à titre d'exemple, donc le maître de Roussi-Neuf et aussi le maître, comment ça s'appelle, le seigneur de Bas-en-Haut, etc. Alors, de nouveau, il y a moyen de partir de ces albums et essayer de voir la distance entre la réalité de la féodalité, la réalité de la seigneurie, et d'autre part, ce que Peyo en fait dans ses albums. C'est un moyen pédagogique, je dirais, qui peut attirer les élèves, à une époque où, bon, c'est quand même pas toujours évident. Alors, je vous ai parlé maintenant d'un certain nombre de catégories de sources liées à l'image. Je vous ai d'abord parlé des affiches, je vous ai parlé ensuite des manuels scolaires illustrés, je vous ai parlé enfin de la bande dessinée. J'aurais pu évidemment vous parler également des musées, car il ne faut pas oublier que dans les musées, vous avez des œuvres qui sont particulièrement parlantes. Si vous prenez des œuvres de Bruegel, bien entendu, pour comprendre la société de l'époque, en voyant certains tableaux, en les analysant, vous verrez dans tous ces kermesses villageoises, aussi la richesse qu'il y avait dans les Pays-Bas de l'époque. Les Pays-Bas, c'est la Belgique actuelle. Hein. Donc ce sont des moyens qui vous permettent de manière, grâce à l'image, de mettre à jour le passé d'une manière critique. Je vous ai apporté ici deux livres parmi beaucoup d'autres, par exemple publié dans la collection Musea Nostra, le musée d'art moderne à Bruxelles. Hein. Et vous avez ici évidemment le fameux Empire des Lumières de René Magritte. Hein. Vous voyez ce contraste surréaliste entre vous êtes en pleine journée, le ciel est bleu, et puis alors vous avez cette maison dans l'obscurité avec ce petit lampadaire et la clarté dans la maison. Évidemment, il joue justement sur ce contraste. Vous savez, Magritte jouait souvent là-dessus, hein, par exemple, des gros rochers qui sont en train de planer dans les airs. Hein, et alors, son tableau le plus célèbre, c'est évidemment ceci n'est pas une pipe, puisqu'évidemment, il s'agit d'une représentation d'une pipe et pas d'une pipe en réalité. Alors, dans la même collection, vous avez également le musée Horta, Bruxelles, qui se trouve à Saint-Gilles, qui est particulièrement révélateur et illustratif de l'art nouveau. Voilà. Alors, sur Tintin, j'ai apporté quelques livres. Un livre, une revue parue, enfin, sous forme d'album tout à fait récemment, en collaboration entre Philosophie Magazine et Le Soir. Ça date du début du mois de septembre. Hein, le début du mois de septembre. Tintin au pays des philosophes. Alors, c'est un ouvrage vraiment passionnant parce que ce sont des philosophes, des sociologues, des anthropologues qui montrent dans quelle mesure, justement, Hergé constitue un vivier formidable pour l'étude de nos sociétés. Alors, publié par Le Figaro, cette fois, en hors-série, Tintin à la découverte des grandes civilisations. Alors, vous trouverez évidemment de superbes illustrations. J'en prends une, voilà, c'est celle sur laquelle je tombe. Vous voyez par exemple, là, c'est le fameux roi Sidave, hein, que l'on voit dans le sceptre d'Ottokar, et on voit qu'Hergé s'est inspiré évidemment du portrait d'Alphonse XIII, qui était le roi d'Espagne au moment où l'album a été conçu. Enfin, il avait disparu quelques mois plus tôt, quelques années plus tôt. On prend un autre. Vous en avez partout. C'est simplement pour vous expliquer que Hergé n'a rien fait d'autre que s'inspirer de sources de son époque, mais qui les a mis en œuvre d'une manière tout à fait géniale. Et alors, un numéro, ça s'est apparu avec Le Soir, je ne sais plus, je vais vérifier. Je crois que c'était avec Le Soir. Tintin au Congo de Papa, texte de Daniel Couvreur. C'est un ouvrage qui analyse justement cet album-là. Alors, on va passer maintenant à ce qui relève du son. Alors, on peut commencer par la chanson. Les chansons peuvent être passionnantes.
pour essayer de comprendre ce qu'était l'imaginaire des gens des générations précédentes. Un groupe parmi vous va présenter lors des ateliers de formation professionnelle une analyse de musique rap, c'est ce que nous avions convenu. Mais si l'on remonte plus loin dans le passé, vous devez vous dire que la chanson de tout type, que ce soit la chanson conventionnelle, la chanson même bébête, la chanson révolutionnaire, toutes sont révélatrices d'une époque. J'ai apporté avec moi ici quelques rares témoignages de chansons. Si vous prenez dans les années 60, dans les chansons françaises traditionnelles, vous prenez Jean Ferrat, qui va vous paraître certainement ringard pour beaucoup d'entre vous, mais il faut remarquer quand même que Jean Ferrat a écrit et chanté toute une série de chansons qui sont des actes militants. Je pense en particulier à Mamoum, qui est l'histoire d'une jeune fille qui vit en banlieue à Paris dans les années 60 et qui n'a comme seul horizon que la petite fenêtre qui se trouve dans sa mansarde. C'est un véritable chant de type révolutionnaire que l'on trouve là. Il décrit une situation sociale donnée. Alors parmi les autres chansons très célèbres de Jean Ferrat, il y a évidemment Potemkin, l'histoire de la révolte de ces marins sur ce cuirassé russe au début du XXe siècle. Il y a évidemment la très belle chanson également Nuit et brouillard, voilà, qui concerne en fait les déportés, ces gens qui vivaient dans les camps de concentration et qui devaient donc souffrir de l'oppression nazie. Alors, oui, ça c'est des chansons que moi j'aime bien, mais qui sont peu connues, de la compagnie Joli Môme. C'est un recueil de textes, de chansons relativement récentes et qui reflètent et sont des cris de colère en même temps de notre société contemporaine. Il y a par exemple là-dedans une chanson qui s'appelle Charonne, qui est superbe, qui concerne l'émeute qui a fait plusieurs dizaines de morts dans la station de métro Charonne à Paris au début des années 60, et qui est reprise en écho dans le dernier couplet sous la forme de Charonne, la station de métro, C-H-A-R-O-2-N-E, et puis ce Charonne-là devient Sharon, S-H-A-R-O-N, du nom de ce général israélien, qui est en coma maintenant depuis plusieurs années, qui était Premier ministre de l'État d'Israël, et qui est à l'origine des massacres de Shabra et Shatila dans la banlieue de Beyrouth. Mais il y a toute une série de chansons qui sont superbes et qui sont vraiment des cris de révolte contre tous les maux de la société capitaliste. Alors il y a évidemment les beaux chants de lutte que vous trouvez ici. Alors là, je ne sais pas par qui c'était édité, mais 17 chants de lutte. Alors, les chants de lutte que l'on trouve ici dedans, vous avez évidemment, j'essaie de prendre les chansons qui sont les plus utiles à analyser. Il y a l'Armée de l'Èbre, c'est quand en juillet 1938, des régiments, des bataillons de l'armée républicaine ont passé l'Èbre pour la dernière fois pour se battre contre les troupes franquistes. Vous avez aussi Venceremos, qui est un célèbre chant chilien qui a été chanté en Allemagne juste après le putsch du général Augusto Pinochet en septembre 1973. Vous avez aussi Grandola Villa Morena. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Non? C'est lorsqu'en avril 1974, les capitaines, l'armée portugaise s'est révoltée contre le régime fasciste, autoritaire du successeur de Salazar. Alors, vous avez également dans cette série-là, évidemment, Bella Ciao. Bella Ciao, vous connaissez évidemment, c'est un chant de guerre des partisans antifascistes en 1943.
etc., etc. Je ne vais pas tous les lire, mais ça vaut vraiment la peine. Alors ici, chez aux éditions Frémaux, vous avez un disque qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. Vous avez des textes de Voltaire, de Rousseau, de Lafayette, Danton, Victor Hugo, Gambetta, Péguy, Clémenceau, De Gaulle et des discours présidentiels de Jefferson, Lincoln, Wilson et Roosevelt, aux éditions Frémaux. Toujours aux éditions Frémaux, vous avez les discours du Premier ministre, enfin du président du Conseil, Léon Blum, entre 1929 et 1947, avec sa voix directement. Voilà. Alors, je poursuis dans le domaine du son également. Mais vous avez la radio. Hein. La radio est incontournable, bien sûr. Donc il y a des émissions radiodiffusées qui vaut vraiment la peine d'être entendues et d'analyser avec vos élèves. On va peut-être passer maintenant à tout ce qui concerne, pour le son, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit d'autres sources liées au son? Directement, hein, je parle son et image, on va le voir juste après. Non? Non, on ne va pas comme ça, hein, parce que je suis un peu en train d'improviser ici, comme vous en doutez, sauf pour les sources que j'ai apportées. Alors, en ce qui concerne les images et le son, alors là, c'est évidemment le nec plus ultra de notre époque, je dirais du XXe siècle. Quelques dates qu'il faut avoir en mémoire. En 1895, on invente le cinéma, ce sont les frères Lumière à Lyon. Oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais en 1905, pour la première fois, on utilise la radio, enfin des reporters, pour transmettre leur reportage outre-Atlantique. Il y a eu bien sûr aussi le phonogramme, hein, 1879, Edison. Alors, le cinéma parlant est inventé en 1927. Comme par hasard, 1927, c'est le moment où les régimes totalitaires se mettent en place. En 1922, Mussolini, à la suite de la marche sur Rome, est devenu Premier ministre. Il le sera jusqu'en 1943. Vous avez également Hitler, qui prendra le pouvoir en 1933, légalement, puisque 34% des Allemands ont voté pour lui. Mais vous avez aussi Staline, qui installe son régime à partir de 1928, après avoir évincé son rival Léon Trotsky. Donc voyez les dates, 1922 Mussolini, 1928 Staline, 1933 Hitler. Or, le cinéma parlant date de 1927. Vous voyez tout de suite l'usage fantastique que ces dictateurs voient dans ce cinéma parlant. À l'époque, tout le monde allait au cinéma, et très souvent. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les ordinateurs, la radio était réservée aux riches. Il faut attendre le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour que les émissions radiophoniques soient diffusées vraiment de manière universelle, même si on l'utilisait quand même dans les couches moyennes, hein, quand même dans l'entre-deux-guerres. Mais le cinéma, ça va être une véritable révolution, le cinéma parlant. À l'époque, à part, je dirais, le sport qui commence à prendre de l'importance, il y a déjà des matchs de football, hein, où on se rend, il y a les cafés, hein, qui permettent une certaine sociabilité, mais à part cela, il y a évidemment de temps en temps la fête au village, ou l'une ou l'autre manifestation de masse, mais pour le reste, c'est le cinéma qui est la grande activité, c'est la grande distraction. Il y avait des cinémas, on a construit des cinémas dans tous les quartiers. Quand j'étais encore enfant, dans les années 60, il y avait des cinémas, je peux vous dire, partout à Bruxelles. Maintenant, si vous voulez aller au cinéma, je crois qu'il y a 6 ou 7 grands espaces où vous pouvez aller au cinéma, à part 2 ou 3 petits cinémas, mais alors tout à fait réduits à la portion congrue. Vous avez, je ne sais pas, l'UGC Eldorado, Place de Beaucaire, vous avez l'UGC Poisson d'Or, vous avez OEZ Kinépolis,
vous en avez quelques-uns comme ça, mais pas beaucoup, il y en a 6 ou 7. Tandis qu'à l'époque, il y avait des cinémas partout, il y avait plusieurs cinémas dans chaque commune. Et je me souviens, quand j'étais enfant, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, on allait au cinéma. Et tous les enfants du quartier s'y retrouvaient. Évidemment, il n'y avait pas la télévision, c'était le début de la télévision, quand même, le début des années 60. Enfin, les télévisions à l'époque ne pouvaient pas faire la concurrence avec le cinéma, parce que maintenant vous avez des écrans plats, écrans plasma, etc. Donc là vous êtes au cinéma chez vous. À l'époque, je peux vous dire que au début des années 60, les télévisions, ça ressemblait à des petites machines à laver, des fours à micro-ondes. Vous aviez une sorte de boîtier comme ça. Alors on tournait, il n'y avait que 3 positions possibles, je me souviens, il y avait Bruxelles, il y avait Lille et il y avait Paris. Voilà. Bruxelles, c'était les RTBF, RTB tout court, où il y avait aussi les Flamands, enfin, il y avait RTB. Il y avait Lille, c'était France 1, ce qu'on appelle TF1 maintenant, et Paris, c'était France 2, quoi. Et c'était tout ce qu'on pouvait avoir, et on tournait, je peux vous dire, les manettes comme une machine à laver. Ça prenait quelques secondes avant de passer de l'un à l'autre, ça faisait du bruit d'ailleurs. Donc à partir de 1927, le cinéma parlant apparaît, et dès lors, les dictateurs vont s'en emparer pour faire leur propagande. C'est ainsi que, lorsque les gens se rendaient au cinéma, eh bien, pour la première demi-heure qui précédait le grand film qu'ils étaient venus voir, il y avait, bien entendu, et quand je dis une demi-heure, c'est parfois beaucoup plus long, il y avait évidemment toute la propagande du régime. On voyait Hitler, Staline, Mussolini en train soit de parader devant des troupes, soit en train d'inaugurer une usine, soit en train de faire un discours. Je vous dirais que cette propagande n'avait pas tout à fait disparu dans les années 60 dans nos régimes démocratiques. De nouveau, je vous parle de mon enfance, puisque c'est quelque chose de vécu. Je me souviens que quand j'allais au cinéma, il y avait au moins pendant 20 minutes, c'était l'agence Belgavox qui diffusait toutes les grandes nouvelles du régime démocratique que nous avions la chance, dans laquelle nous avions la chance de vivre. Il y avait aussi plein d'inaugurations par des ministres, par le roi. C'était aussi de la propagande. Il ne faut pas se leurrer, même si notre régime n'était pas un régime dictatorial. Alors, le cinéma maintenant est un extraordinaire moyen de diffuser des idées, des messages implicites, entre autres par le biais de films historiques. C'était le cas en URSS avec un très grand monsieur qui est Sergei Eisenstein. Alors Eisenstein, il a fait des films tout à fait remarquables sur le plan de la pure esthétique, mais qui servaient également le régime. Parmi ces films, il y a tous les films liés à l'épopée révolutionnaire, entre autres l'épopée du fameux cuirassé Potemkin dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que c'est dans le même film d'ailleurs, ou bien c'est dans Octobre, que l'on voit cette fameuse poussette, ce landau d'enfant qui est en train de dévaler sur d'immenses escaliers. Je crois que c'est à Odessa, et on voit la mère effarée qui voit le landau partir parce que les soldats de l'armée tsariste sont en train de descendre avec baïonnettes jusqu'en bas, jusqu'à la rade. Alors il y a un autre film, il y en a plein d'autres, il y a entre autres Octobre d'Eisenstein qui est tout à fait remarquable. Vous avez aussi Ma mère, La grève, La ligne générale, Viva Mexico, etc., etc., qui sont vraiment des films très importants. Vous avez alors des films qui projettent une situation récente dans le passé. Il y a 2 films d'Eisenstein qui vont dans ce sens et qui illustrent mon propos. Tout d'abord, un film aussi très célèbre qui s'appelle Alexandre Nevsky. Alexandre Nevsky, c'est un prince russe du XIIIe siècle qui s'est opposé
à la progression des chevaliers teutoniques en Russie. Les chevaliers teutoniques et le prince Nevski, c'est assez évident, représentent évidemment l'opposition entre la Russie et l'Allemagne. Cela va de soi. Un autre film qui va dans le même sens, c'est un très grand film qui est Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, c'est l'histoire de ce tsar brutal qui vit au XVIe siècle et qui n'est rien d'autre que la projection de Staline. Alors ce film a connu de multiples avatars, un petit peu comme d'ailleurs Alexandre Nevski, puisqu'il a été interdit à certains moments et à d'autres moments il a pu ressortir. Je vous parlais d'Alexandre Nevski. Eh bien, je vais vous dire qu'en 1939, il y a un événement important qui se produit entre l'URSS et d'autre part l'Allemagne hitlérienne. Le 24 août, enfin c'est déjà le 22 même, c'est plutôt à partir du 24 que les choses sont tout à fait établies, le 24 août 1939 est signé le pacte de non-agression entre l'URSS communiste et d'autre part l'Allemagne nazie. C'est évidemment l'alliance entre le feu et l'eau. À cette date, à partir de ce moment-là, celui qui était le diable, c'est-à-dire Hitler, devient quelqu'un avec lequel il va falloir transiger. L'objectif de Staline, évidemment, en 1939, lorsqu'il fait signer par son ministre des Affaires étrangères, Molotov, ce document, du côté nazi, c'est ministre des Affaires étrangères Ribbentrop, c'est évidemment de retarder l'agression potentielle de l'URSS par l'Allemagne nazie. Or, celle-ci aura vraiment lieu. Je crois que c'est le 21 juin 1941, lors de la fameuse opération Barbarossa, Barbarousse. Alors, pendant 2 ans, le film Alexandre Nevski n'avait pas pu être projeté, puisqu'il mettait en scène au XIIIe siècle l'opposition entre les chevaliers teutoniques, c'est-à-dire les Allemands, et d'autre part les Russes qui reconquièrent les territoires sur ces teutoniques, qui avaient bien avancé jusqu'en Lituanie, jusqu'en Lettonie d'ailleurs, jusqu'à Riga. Et à partir de 1941, vous pensez bien qu'une fois que l'Allemagne nazie envahit l'URSS, ce film, on le ressort comme film de propagande contre les Allemands. Donc c'est intéressant de voir également les avatars, l'histoire de cet art cinématographique qui est utilisé à certains moments à des fins de propagande. Mais à côté de ces films historiques ou à des fins de propagande immédiate, le cinéma est souvent révélateur d'une société donnée. Il y a toute une série de films qu'il faut avoir vus parce qu'ils ont un intérêt sociologique, indépendamment des aspects esthétiques dont je ne parle pas ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un cours d'histoire du cinéma, mais bien d'un cours de critique historique, vous avez bien compris. Donc moi je ne vais pas m'intéresser à l'histoire de la forme et de l'esthétique des courants cinématographiques en tant que tels. Mais moi ici, en tant qu'historien, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment certains films sont restés parce qu'ils sont révélateurs également d'une société donnée. Je vais vous en montrer quelques-uns ici que j'ai pris un petit peu au hasard dans ma cinémathèque personnelle. Alors, j'ai pris ici le cuirassé Potemkin, justement, d'Eisenstein. Alors, c'est un film extraordinaire, puisque on voit à un moment donné la révolte de ces marins qui sont en train de se mutiner contre leurs officiers, parce que dans la viande, on voit des vers qui sont en train de grouiller. Et donc, il y a un gros plan, à un moment donné, sur cette viande avariée. Et alors, on comprend, évidemment, la révolte de ces marins. J'ai apporté également Octobre, du même Eisenstein, avec la musique du grand compositeur Shostakovich. Donc c'est chez Bach Films. Alors un film qui est intéressant du point de vue de l'histoire de la presse en liaison avec le capitalisme, c'est évidemment
Citizen Kane avec Orson Welles. Il y a 2 ans, le soir, sortait chaque semaine, avec la publication du quotidien du samedi, un film. Je me suis empressé évidemment d'acheter toute la série. Alors ça, c'est un film qui est aussi intéressant, Force occulte. C'est un film qui a été produit pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les francs-maçons par le régime de Vichy. Dès 1940, les juifs, les francs-maçons, sont attaqués directement par ce régime conservateur, catholique, qui veut retourner à la France paysanne, aux vieilles valeurs du XIXe siècle. Et des vichistes se sont empressés de faire un film où on montre, de manière évidemment tout à fait fallacieuse, le rôle que les francs-maçons ont joué dans les années 30, et en particulier lors de la crise de février 1934, lorsque l'extrême droite a voulu tenter un coup d'État contre le Palais Bourbon, donc c'était le 6 février 1934. Alors un très beau documentaire de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, aux éditions Montparnasse, sur la guerre d'Espagne, 1936-1939. Je vous ai apporté un film également de Roberto Rossellini qui s'appelle Paisa, que moi je considère comme un véritable chef-d'œuvre, qui montre la pauvreté dans l'Italie qui suit la chute du fascisme en Italie. Il y a alors un film historique de Akira Kurosawa, Kagemusha, qui concerne en fait le Japon féodal du XVIe siècle. Voilà. Alors, sur le cinéma, un petit livre qui rentre tout à fait dans le cadre de mon propos d'aujourd'hui, de Marc Ferraud, Cinéma-Histoire, le cinéma agent et source de l'histoire, chez Médiation, chez Gontier. De Pierre Sorlin, qui est un historien, Sociologie du cinéma chez Aubier. Alors un grand classique, un peu vieilli maintenant, il y a des histoires plus récentes, mais qui était longtemps la Bible des cinéphiles, Histoire du cinéma de Georges Sadaou, chez J'ai lu. Histoire moderne du cinéma chez Marabout, de Charles Ford. Alors, toujours dans le domaine du cinéma, mais cette fois-ci du cinéma d'animation, ce qu'on appelle habituellement les dessins animés, je crois qu'il faut mentionner quand même quelques œuvres célèbres, et en particulier les Walt Disney. Pourquoi les Walt Disney? Parce que vous savez que dès que nous sommes tout petits, et c'est encore le cas maintenant d'ailleurs, les enfants sont rapidement projetés sur ce qu'on appelle la planète Disney. La planète Disney. C'est-à-dire que dès que les enfants sont tout petits, je ne sais pas, 1 an et demi, 2 ans, on leur fait regarder Blanche-Neige, Bambi, La Belle et le Clochard, Cendrillon. Enfin, vous voyez, donc très petits, les enfants rentrent dans une réalité qui est la leur, parce que ça renvoie aux problèmes qui sont les leurs, mais en même temps construits et fabriqués par l'industrie cinématographique américaine. Ces films ne sont pas sans intérêt du point de vue de l'historien, parce qu'ils reflètent bien souvent les valeurs qui sont celles de l'Amérique, de l'entre-deux-guerres, pour les premiers dont je vous ai cités, Blanche-Neige par exemple, et d'autres. Quand vous regardez Bambi, il est évident que c'est une société patriarcale qui est mise en évidence. Ce grand cerf, vous savez, qui est le père de très nombreux enfants. Et ce père, on voit que ce cerf, c'est le père autoritaire. Et donc l'enfant, quand il voit ça, pour lui, mais le papa, c'est quelqu'un. C'est le chef de tout le monde. Mais c'est l'image que les Américains avaient du père dans les années 30. N'oubliez pas aussi que l'on sort de la crise de 1929, c'est le président Roosevelt à l'époque. Donc il y a tout un contexte historique précis qui explique cela. Pensez, alors ici je vous parle de dessins animés déjà anciens,
Mais un film que j'analyse souvent avec mes étudiants en première année, dont j'ai fait un DVD d'ailleurs, c'est Le Prince d'Égypte. Hein, Le Prince d'Égypte, qui date de 1998, si mes souvenirs sont bons. Et dans Le Prince d'Égypte, c'est évidemment une scène, un passage de la Bible qui est repris, hein, de l'Exode d'ailleurs, hein, qui est le deuxième livre de la Torah, de la Bible, mais vu par un Américain. Et donc, les Juifs dont il est question là, ce n'est pas vraiment les Juifs de l'Antiquité. Et les Égyptiens qui sont là, ce ne sont pas vraiment les Égyptiens de l'Antiquité. Hier, à la télévision, on a passé sur la 3 Ovadis. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Mais c'est un péplum américain qui date du début des années 50, qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, pour comprendre la vision que les Américains avaient de l'Empire romain que pour comprendre l'Empire romain lui-même. Ça n'a aucune valeur, évidemment, historique, ce film. Mais quand vous voyez Peter Ustinov qui est en train de jouer Néron, Deborah Kerr, il y a même Sophia Loren, je crois, qui apparaît dans ce film. Hein. Enfin, je ne l'ai pas vu hier, hein, il y a bien longtemps. Mais donc, c'est intéressant pour voir comment les États-Unis, grand empire politique, militaire, économique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, se reconnaît dans l'Empire romain. D'ailleurs, les symboles de l'Empire américain, c'est aussi l'aigle, comme l'aigle romain. Hein. Donc, vous voyez que l'aigle romaine, je peux même dire, non, l'aigle romain, hein, parce que l'aigle peut être au féminin, vous savez, quand il s'agit d'une enseigne. Hein. Donc, comme l'aigle ici, parce que je parle bien de l'oiseau, hein, l'aigle romain. Donc, vous voyez qu'il y a un constant aller-retour entre le passé et le présent, et que dans l'industrie cinématographique, a souvent servi de miroir pour les Américains, les Italiens, les Allemands, pour se voir eux-mêmes, mais dans le passé. Donc, c'est très intéressant. Ici, je vous ai apporté un petit livre qui est pas mal, qui s'intitule « Psychanalyse des dessins animés » de Geneviève Tchénati, chez Pocket, ce que voient les tout-petits et leurs aînés. C'est pas mal comme bouquin. Vous vous souvenez que lors d'un autre cours, c'était peut-être la semaine passée, je vous ai expliqué l'importance des contes aussi. Hein. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Blanche-Neige, qui doit être lu et qui est lu et compris par les enfants à un degré que nous ne soupçonnons pas, bien sûr. Hein. Ah non, c'est le petit chaperon rouge dont j'ai parlé. Hein. Mais Blanche-Neige, c'est la même chose, hein, le prince charmant, etc. Ben, c'est ce que se racontent toutes les petites filles. Hein. Le prince charmant quand elles sont petites, hein, c'est-à-dire le papa, voilà, c'est tout le roman familial. Quoi, hein. Les garçons se racontent une autre histoire, hein, donc avec les mamans, etc. Donc, c'est pas propre aux jeunes filles, hein, bien entendu. Voilà. Alors maintenant, il me reste à vous parler quand même d'un chapitre qui vous intéresse de nouveau au premier chef, parce qu'il est présent partout dans notre civilisation, à savoir la télévision. Un exercice que vous devez faire avec vos élèves, c'est de prendre 2 journaux télévisés. Par exemple, d'une chaîne privée et d'une chaîne publique. Vous prenez RTL et vous prenez la RTBF. Donc entre 7h, 7h30 et puis entre 7h30 et 8h. Vous pouvez faire la même chose entre 20h et 20h30 en prenant TF1 et France 2. Hein, c'est un exercice très intéressant. Écoutez d'abord le générique, la table des matières, ce qu'on vous annonce comme titres qui seront développés pendant le journal télévisé. En général, on nous en annonce 4 ou 5 en maximum. Alors, étudiez quels sont les titres annoncés pour le même jour dans 2 chaînes de télévision. Voyez l'ordre dans lequel ces titres sont placés. Et ensuite, voyez le temps que chacune des chaînes accorde à chacun des thèmes. Et vous aurez un résumé de notre société. En général, les titres sont pratiquement les mêmes. Pratiquement. Pas tout à fait, mais pratiquement. Pourquoi? Parce que les sujets ne sont pas traités en tant que tels par des journalistes de la chaîne, hein, en tout cas pour les sujets internationaux, parce que ce sont des grandes agences de presse qui envoient ce qu'on appelle des grands reporters en Afghanistan, au Brésil et partout. Et la plupart du temps, en tout cas pour la Belgique, pensez bien que ce ne sont pas des reporters belges qui partent là-bas. Ça arrive parfois. Et la plupart du temps, ils achètent des droits à des sociétés de diffusion, hein,
grands reporters. Donc ne vous étonnez pas de voir, quand vous regardez des informations de 7 h du soir à 9 h du soir sur 4 chaînes différentes, de voir exactement les mêmes images avec les mêmes commentaires. Tout simplement parce qu'il y a une uniformisation de l'information, ce sont les mêmes satellites qui envoient des images qui sont rachetées par les chaînes, sans qu'il y ait un commentaire critique qui accompagne obligatoirement les images que vous venez de voir, ce qui a conduit à des dérives terribles. C'est peut-être un peu lointain pour vous, je crois que certains d'entre vous n'étaient sans doute même pas nés à ce moment-là, mais lorsque, en décembre 1989, il y a eu la révolution en Roumanie, on a annoncé qu'il y avait des milliers de morts, je crois que c'était 5 ou 6 000, milliers de morts que l'on avait trouvés dans des charniers, à Timișoara, qui est une ville qui se trouve dans l'ouest de la Roumanie. Tout ça, c'était de l'intox. C'était de l'intoxication parce que, comme il y avait eu un véritable coup d'État mené par Ion Iliescu et Petre Roman pour chasser, pour tuer, à la suite d'un procès sommaire, le président d'époque Nicolae Ceausescu, eh bien il fallait que l'opinion occidentale, l'opinion dans le monde, adhère à cette version des faits. Donc c'est un récit complètement falsifié qui a été proposé aux chaînes de télévision, et les journalistes qui étaient sur place n'y ont vu que du feu. On les amenait devant une fosse commune où il y avait 6 ou 7 cadavres, en fait, qui étaient décomposés depuis bien longtemps, hein, si vous regardez bien, et qui n'étaient rien d'autre, en fait, que des gens qui étaient morts de mort naturelle dans des hôpitaux. Mais personne n'a jamais vu 5 ou 6 000. Et pourtant, les journalistes ont tous écrit à l'époque. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention. Hein? Quand vous voyez quelque chose, dites-vous bien, mais quelle est la source? D'où ça vient? Qui l'écrit? Y a-t-il intérêt de la part de celui qui a donné l'information à mentir ou à ne pas mentir? Ben ça, c'est la base de la critique historique. Être capable de regarder un document, d'écouter un témoignage, de voir un film en se disant que ce que l'on voit n'est pas obligatoirement la réalité. Or, à notre époque, ce qui jadis était une autorité, c'était le livre, et à notre époque, c'est la télévision. Un enfant va vous dire, ou un adolescent, oui, mais monsieur en classe, je l'ai vu à la télévision, donc c'est vrai. Moi, je dirais, tu l'as vu à la télévision, donc c'est faux, de mon point de vue. Hein. Ça, c'est le point de vue de l'historien. C'est pas obligatoirement faux, mais pourquoi on va vous présenter telle et telle chose sur telle ou telle chaîne? Alors là, je vous ai dit ce qui est commun en général. Mais si vous écoutez bien les titres sur RTL à 7h et à 7h30 RTBF, vous allez voir qu'à RTL, les titres qui sont mis en évidence, c'est quoi? C'est des camions qui se sont renversés sur l'autoroute. Un incendie, un début d'incendie dans une ferme dans le Brabant wallon. Ça va vous prendre au moins 10 minutes, ça, si pas un quart d'heure. Parce que c'est une télévision qui essaie d'accrocher un public ciblé à l'avance, qui est un public de gens qui veulent une information rapide, en général de milieux plutôt populaires, de population assez âgée, hein, qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir le grand film qui commence à 20h10, hein, et qui ne sont pas prêts, mais oui, hein, ils veulent savoir en gros ce qui se passe dans le monde et en Belgique, et puis d'ailleurs on met l'international en général vers 19h15, hein, ou 19h20, pas avant, parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas ça qui intéresse les gens. C'est une télévision qui vise un public de type plutôt familial, qui ne veut pas se poser trop de questions. Il n'y a pas de commentaires critiques, mais par contre, on sait qu'on attire ce qu'il y a, je dirais, de plus, qui attire naturellement les gens, c'est-à-dire des informations, je dirais, des faits divers, quoi, des faits divers. Hein, un crime. Alors là, vous pensez bien que quand il s'est passé quelque chose de spectaculaire, ça va passer tout de suite dans les premières infos. Hein. Ça m'a frappé il y a quelques jours à la télévision. Vous avez certainement vu ça sur toutes les chaînes aussi. C'était une émission en direct sur la RAI, la radio-télévision italienne. C'était donc sur la RAI 3, une présentatrice qui annonce en direct à
une personne qui se trouve dans sa maison, plus exactement dans la maison de son beau-père, dans son bon frère, et en plus c'était l'assassin, enfin bref, et il lui annonce, ah ben voilà, on a découvert un cadavre, c'est votre fille, et c'est votre beau-frère qui est l'assassin. En direct. Elle se demande qu'est-ce qui se passe, on lui passe même la police pour lui dire, ben voilà, vous pouvez écouter, c'est la vérité, vous savez. Et alors il dit, mais non, c'est absurde ce qu'on est en train de me raconter. Or, il se fait que toutes les chaînes qui ont repris cet épisode ont dénoncé la télévision italienne en disant, oui, c'est scandaleux, il y a des limites. Mais tous ont repris parce qu'ils savaient que les téléspectateurs voulaient voir ce que les Italiens avaient vu. Donc on jouait également sur le voyeurisme des téléspectateurs belges, français, qui eux sont censés être critiques. Or, ils ont évidemment le même psychisme que les Italiens. Hein. Ça va. Donc, vous voyez l'hypocrisie. À la RTBF, à TF1, à RTL, on vous dit voilà ce qu'il ne faut pas faire chez nous. Mais on remonte quand même exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, hein, cette manière de dire vous êtes plus intelligent, voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais on vous le montre quand même. Avouez que c'est quand même pervers. Hein. Voilà. Moi, ça m'a frappé cet épisode, hein, par le côté pervers qu'il avait. Alors, voilà, donc, normalement, jadis en tout cas, peut-être de moins en moins maintenant, sur les télévisions privées comme RTL ou TF1, on met en évidence ce qu'il y a de spectaculaire. N'oubliez pas que ces chaînes, ce sont des chaînes commerciales, qui fonctionnent uniquement grâce à l'audimat. L'audimat, vous savez que c'est un système qui permet à des sociétés de mesurer le taux d'écoute de la chaîne par rapport aux autres. Puisque les gens qui acceptent de travailler pour l'audimat reçoivent une somme pas très importante et ils ont des boutons devant eux et chaque fois qu'ils changent de chaîne, c'est enregistré sur un ordinateur général qui parvient à savoir, ben voilà, entre telle heure et telle heure, il y avait telle proportion, autant de gens, autant de parts de marché de gens qui écoutaient RTL, tel pourcentage qui écoutaient TF1, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Bon. Or, c'est ça qui détermine, évidemment, les publicitaires, les sociétés, à présenter leur publicité sur telle ou telle chaîne. Parce que si on sait qu'on regarde beaucoup telle chaîne à telle heure, et qu'à 8h30, à 9h, tout le monde est devant son poste de télévision, si vous faites une pause publicitaire à 9h du soir, ben là, évidemment, l'espoir que les gens regardent votre publicité est beaucoup plus important qu'à 3h d'après-midi sur une chaîne quelconque. Voilà. RTL et France 1, et TF1 plutôt, ce sont des chaînes commerciales qui fonctionnent sur l'audimat, qui ont des actionnaires. Ces actionnaires veulent avoir des dividendes importantes à la fin de l'année, puisqu'ils ont investi l'argent, ils ont acheté des actions. Les actions sont cotées en bourse. En ce qui concerne les chaînes publiques, RTBF ou France 2, ce n'est pas le cas. Hein? Et c'est ce qui a fait dire à certains également que Sarkozy, quand il a dit dorénavant, à partir de 8h du soir, il n'y a plus de publicité, que c'était pour couler la chaîne publique au profit de la chaîne de son copain Bouygues, TF1. Vous vous souvenez peut-être de ça aussi, je ne sais pas si c'était vrai, mais il jouait peut-être sur les deux tableaux en même temps. Voilà. Donc, quand vous regardez la télévision, posez-vous la question, qui est derrière? Est-ce que c'est un conseil d'administration qui est le reflet de la volonté des actionnaires de se faire des dividendes, ou s'agit-il du secteur public? Ceci dit, le secteur public fonctionne de plus en plus comme le secteur privé. Parce que s'il ne devait fonctionner que comme le secteur privé, il y aurait de la publicité sans arrêt. Or, il y a des cahiers des charges qui ne sont pas les mêmes, évidemment, pour une chaîne commerciale et pour une chaîne publique. Mais d'un autre côté, la télévision publique a besoin d'être financée aussi. Moi, je me souviens, c'est peut-être arrivé, je ne sais plus, il y a peut-être une trentaine d'années, jusqu'à une trentaine d'années, mais pas de publicité à la télévision. Télévision d'État, le service public. Puis à un moment donné, la concurrence du secteur privé étant telle qu'on a dû introduire la publicité également sur les chaînes du secteur public. Voilà. Alors, je ne crois pas devoir vous dire encore grand-chose. Je vous ai parlé des dessins animés, je vous ai parlé de la télévision. Donc faites cet exercice-là, ça me paraît essentiel. Ça me paraît très pédagogique et très formatif avec vos élèves. Voilà, j'ai dit.